Eh bien, pour commencer, on va accueillir nos auteurs déjà présents et on va commencer par un petit tour de table. Peut-être que Didier, vous pouvez commencer à prendre un micro et à vous présenter. Bonjour à toutes et à tous, Didier Mars, donc je me dis philosophe, parce que les philosophes depuis 2400 ans s'occupent de vieillesse, de vie, de mort, de temps, etc. Et donc on n'est pas nouveau sur cette question, on est même les premiers. Je suis plutôt philosophe pour combattre la représentation qu'on a du philosophe, je suis plutôt philosophe, je veux dire praticien, clinicien. Je suis auteur d'un certain nombre de livres, Le vieillir comme le bon vin. Le dernier, c'est Le philosophe et l'handicapé, et puis La tyrannie du bien vieillir avec Michel Billet, Dépendance quand tu nous tiens, etc. Et je suis musicien, et j'insiste sur musicien, puisque avec Michel Billet, nous faisons ce qu'on appelle des conférences parlées et chantées, qui s'appellent Vieillesse enchantée, vieillesse en chanson. Bonjour, Dominique Mondron, je suis le directeur général de la Fondation Partage et Vie, qui est aujourd'hui le principal gestionnaire d'établissements pour personnes âgées dépendantes du secteur privé solidaire. On est présent dans 43 départements, un peu partout en France, dans toutes les régions. Et nous avons évidemment, comme cela a été évoqué juste avant, une profonde attention au fait de nous assurer que jusqu'au bout de la vie, il y a de la vie, il y a de la vie d'adultes citoyens. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Oui, bonjour. Alors André Chevillard. Moi, j'étais pompier militaire à Paris, et puis j'ai fini chef de compagnie commandant à Saint-Étienne. Je suis investi, moi, dans le monde du handicap. Je suis vice-président de l'association de sclérose en plaques depuis les années 2000, début des années 2000. J'ai écrit des ouvrages. Mon objectif à moi, c'est d'aider tous ces gens, jeunes et moins jeunes, qu'on appelle les CP1 et CPN, et puis toutes les personnes âgées autour. Et je remets tous mes droits d'auteur depuis que j'écris pour la recherche au niveau du CHU. On en parlera aussi après si vous voulez bien. Bonjour, Christelle Potier. Je suis enseignante-chercheuse à l'université de Tours. Donc je viens de Tours, ce qui est un petit peu loin par rapport à Saint-Étienne, je tiens quand même à le dire. Mais c'est très beau Saint-Étienne, c'est parce que... c'est vrai. Et du coup, donc psychologue spécialisée en psychologie du vieillissement. Et donc je travaille avec ma collègue Nathalie Bailly. Donc, bonjour à tous, Nathalie Bailly. Donc, je suis professeure en psychogérontologie, donc du coup aussi à l'université de Tours. Je dirige un laboratoire de recherche. Je co-dirige plus exactement un laboratoire de recherche, justement, entre autres, qui travaille sur les mécanismes du bien vieillir. Voilà. Merci à vous tous. Alors, on va rentrer dans les différents ouvrages, puisque vous avez déjà pu sentir qu'il y avait différents genres littéraires. On va du côté philosophique, on va être du côté pratique avec justement on va découvrir sur les approches non médicamenteuses tout un tas de choses. On a le côté poète avec André Chevillard, et puis le côté retour de terrain avec Dominique Mondron. Mais j'avais envie de commencer, pour ceux qui me connaissent, je suis un grand amateur de vin, et ça ne vous aura pas échappé que Didier Mars nous avait... Quand on a un titre « Vieillir comme le bon vin », je me suis dit que ça pouvait me plaire. Et c'était plutôt intéressant. Mélanie n'a pas dit non. Et on va peut-être commencer juste par une première phrase sur laquelle justement je vais demander à Didier Mars de réagir. Vous écrivez « Si certains vins prennent beaucoup de valeur et gagnent en qualité en vieillissant, d'autres vins se dégradent avec le temps, madérisent ou tournent au vinaigre ». Si on fait le rapprochement avec les humains, qu'est-ce que vous pourriez nous dire ? Oui, ce qui est curieux, c'est que les expressions qu'on emploie pour les hommes et les femmes sont souvent inspirées de pratiques manuelles, hein, et en particulier sont inspirées donc de la fabrication du vin depuis le raisin et ses sols, son exposition, son versant, et jusqu'à ce qu'on puisse le boire. Et il nous a semblé que
qu'effectivement la vie du vin pouvait, par certains côtés, ressembler à la vie des individus et quelquefois effectivement se bonifier, arriver à maturité, mais quelquefois aussi tourner en vinaigre. Alors c'est vrai que quelquefois en vieillissant, il y a même en Alsace, je ne sais pas s'il y en a ailleurs, mais il y a même, pardonnez-moi l'expression, elle va être un peu provocatrice, mais il y a même des pourritures nobles qui donnent de belles vendanges tardives. Et je trouve que c'est une belle image pour la vieillesse. Alors vous me direz qu'il y a des pourritures grises aussi. Il y a des pourritures toxiques. Allez-y, Mélène. Et du coup, je voudrais rebondir avec plus loin dans le livre, vous dites « L'usage du vin et de l'alcool dans les maisons de retraite, EHPAD et à domicile, où le contrôle est exercé par les quelques agents patentés, sorte de voisins ou proches vigilants que peuvent être les soignants, les aides, les proches, la famille. » Donc si j'interprète un petit peu ce propos, je peux arriver à traduire par une sorte de privation de liberté dans les EHPAD, dans les maisons de retraite. Est-ce que vous pouvez rebondir sur ce sujet-là? Et puis Dominique Monneron, vous qui êtes plutôt du côté terrain, rebondir sur ces privations de liberté individuelle qui peut avoir dans les maisons de retraite, notamment suite au confinement et en lien direct avec la Covid-19. Il se passe quelque chose. C'est une maison de retraite, c'est une maison de retrait. On se retire de la société et on y perd. Alors sans doute qu'on y gagne un certain nombre, peut-être un confort, une sécurité et puis une attention, mais on y perd aussi, on a parlé tout à l'heure du domicile. Le domicile, c'est un environnement avec des meubles, avec des objets, et l'objet, je l'incorpore. L'objet, fait partie de moi-même. Si je casse ce vase, c'est comme si je perdais un bras. Et donc, il y a le domicile est vraiment. Et dès que je sors de mon domicile, je me mets hors de chez moi, moi en deux sens. Eh bien, je perds quelque chose. Et avec Vieillir comme le bon vin, il nous semble qu'on y perd en partie, mais je sais que certains y sont très attentifs, on y perd la saveur, la dégustation de la vie, la saveur de la vie, en se privant d'un certain nombre de plaisirs. Et est-ce que justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, est-ce que Dominique Monneron, est-ce qu'on perd en saveur dans les établissements? Je crois que justement, c'est bien tout l'enjeu, c'est de garder le goût de la vie aussi en établissement. Je pense que c'est un point auquel il faut être attentif, c'est-à-dire que le séjour en établissement, quoi qu'on en pense au premier abord, est un mieux pour les personnes qui vont venir séjourner en établissement. Parce que bien sûr que quand vous êtes valide, en pleine possession de vos moyens, pas isolé socialement, le domicile reste préférable. Mais parfois, le domicile peut être aussi le lieu de l'isolement, le lieu de la prise de risque, le lieu du danger, y compris les meubles, sans même parler des tapis auxquels vous êtes habitués. Et donc, la raison d'être de l'établissement, ce n'est pas d'enfermer, de dégrader la situation des personnes. C'est au contraire, compte tenu de leur état de santé, de leur permettre de vivre le mieux possible. C'est un point qui me paraît important de rappeler, parce que, bien sûr, tous autant que nous sommes, nous préférerons vieillir et, si possible, mourir à notre domicile. Mais il se trouve que dans certains cas, ce n'est pas forcément la meilleure solution, y compris pour continuer à pouvoir profiter de la vie. Alors c'est le deuxième aspect des choses dont je voulais parler, c'est que bien sûr que notre travail au sein des établissements, c'est de créer les conditions d'une vie la meilleure possible. Dans les ouvrages que nous avons édités, nous avons entre autres eu un ouvrage qui s'est consacré à la vie bonne au grand âge, et qui était en réponse à justement tout ce qu'on a pu dire pendant la crise de la Covid sur l'enfermement, le côté extrêmement noir des EHPAD, pour dire que non, on était là pour créer de la vie sous toutes ses formes. Et évidemment, pour vous répondre sur la question du vin, par exemple,
c'est pas le moment des privations. On a encore quelques mois, quelques années à vivre. Il faut pouvoir en profiter, et aussi longtemps que votre état de santé vous permet d'en profiter, nous ne demandons qu'une chose, c'est de permettre de le faire. On a parlé du vin, et donc de donner un libre accès à ce plaisir de la vie. Il y en a un autre qui est encore un peu plus décrié, mais qui pour nous reste essentiel. C'est des personnes à qui ça fait plaisir de fumer une cigarette. On ne va pas les empêcher de fumer une cigarette. Et après, la réalité, c'est qu'effectivement, on vit dans un univers collectif où il y a un certain nombre de règles à respecter, parfois peut-être un petit peu trop d'ailleurs, et il faut s'assurer justement que ces règles n'empêchent pas de continuer à mener autant que possible une vie d'adulte qui sait profiter de la vie. Merci. Du coup, si je rebondis sur votre ouvrage, Dominique Monon, il y a un témoignage de Denise Maréchal et Pierre-Henri Tavolo. Donc, Denise dit qu'elle a souffert des conditions du confinement et particulièrement de la stigmatisation qui a eu lieu. Et Pierre-Henri répond « Ce que tu dis là est fort, c'est à travers ce traitement médiatique et officiel, le sentiment de ne plus être considéré comme un adulte, si je reprends ma terminologie, voire pire, de ne plus être vu comme un humain. » Est-ce qu'on pourrait un petit peu discuter, Nathalie et Christelle, de ce maternalisme politique et médiatique, et donc cette relation entre le professionnel et la personne âgée dans un établissement? Pour vous, comment est-ce que vous voyez cette relation? Vous en parlez dans un chapitre qui s'appelle « Éthique d'un EHPAD », de cette relation un peu nursing, care, entre le professionnel, le psychologue, et puis la personne âgée dans un établissement pour les personnes âgées. Merci de la question. En ce qui concerne en tout cas l'éthique et puis effectivement cette vie qu'on appelle cette vie institutionnelle, effectivement on a il peut y avoir en tout cas des problèmes souvent d'infantilisation des personnes qui sont en institution, même si le personnel est vraiment de plus en plus formé pour ça, mais on revient quand même de loin avec souvent des petits qualificatifs qui peuvent être parfois mal pris d'ailleurs par les personnes âgées. Et c'est vrai que cette infantilisation qu'on retrouve aussi parfois, pas simplement d'ailleurs au niveau de l'institution, mais on le retrouve parfois au niveau de la société. Il n'y a pas si longtemps, pendant la période du Covid, on a un ministre qui a dit ils vont aller chercher, enfin c'est pas très grave si les papis et les mamies ne peuvent plus aller chercher leurs enfants. Et ça a été aussi pris par certaines personnes comme étant un objet d'infantilisation, de les mettre dans une position uniquement de papy et de mamie qui vont chercher les enfants. Et on retrouve effectivement, on peut en tout cas retrouver cette thématique au sein de l'institution, même si, alors on va peut-être prôner pour notre propre paroisse, mais même si c'est vrai qu'il y a beaucoup maintenant, enfin nous on forme des psychogérontologues, donc qui sont justement formés à travailler auprès des personnes âgées et auprès du personnel soignant pour avoir justement cette juste distance entre les soignants, le personnel, la direction et aussi les familles. Mais c'est quelque chose qui n'est pas facile effectivement à mettre en place et à trouver cette juste distance pour éviter cette trop forte parfois stigmatisation des adultes âgés. Merci à vous. Et effectivement, on voit bien tout ce qu'on retrouve dans vos différents ouvrages. On voit bien ce qui va être quelque part la mécanique qui va soit construire d'un côté vicieux la question de l'agisme, soit au contraire qui va construire l'inclusion. Et dans l'inclusion, il y a effectivement tout ce côté humain, c'est-à-dire qu'effectivement on va accompagner, mais il y a le rôle de l'humain et l'humain au sens large. Et je vais vous citer un tout petit extrait pour lui laisser la parole après d'André Chevillard. Donc là on est sur des poèmes, un extrait d'Histoire d'amour, et il nous écrit « Il n'y a pas d'âge pour aimer, puissons-nous aujourd'hui respirer notre vie en toute liberté, sans devoir la corriger ». Je vais peut-être vous laisser réagir par rapport à ça. Alors j'ai tenu, par la progression de mes livres, à terminer la série de mes livres par ça, il n'y a pas d'âge pour aimer, parce qu'on se rend bien compte, dans les EHPAD et partout, qu'on arrive à rencontrer des gens qui arrivent à s'aimer, à plus de 70-80 ans. Se rencontrer, c'est des belles rencontres, je peux vous assurer. J'ai mis l'accent aussi dans mon livre, vous avez dû le remarquer, sur les aidants.
On peut être un aidant déjà âgé pour s'occuper des personnes encore plus âgées que soi. C'était important pour moi. Donc l'aidant a le droit d'aimer aussi, et puis il faut lui laisser un peu de place. C'est pour ça que j'ai écrit ça. Je parle des personnes âgées, mais aussi des personnes handicapées âgées également, qui ont une place dans notre société et qui sont dans des foyers ou dans des maisons aussi également. C'est tout l'intérêt du livre, des mots que j'ai voulu mettre, et en même temps, j'ai voulu les faire chanter, ces mots, tout simplement. Voilà. Merci, merci André. Mélanie, vous souhaitiez réagir? Oui, puisqu'on parle d'amour, on parle aussi de sexualité. Oui. Et il y a un extrait qui m'a un petit peu marqué, en tout cas que j'ai bien aimé, de Didier Marthe dans son livre, qui parle « Il y a eu une majoration constante et une valorisation toujours plus grande du discours sur le sexe. Celui-ci et sa pratique sont réprimés dans les centres d'hébergement et de rétention pour personnes âgées. » On a parlé tout à l'heure de privation de liberté individuelle. On parle maintenant de relations d'amour, d'histoire d'amour avec André Chevillard. Est-ce que Didier Marthe, vous pourriez rebondir avec cet extrait que je viens de vous citer, où vous dites aussi un petit peu plus loin, où le vin désinhibe et on interdit parfois un petit peu le vin pour éviter de laisser la parole et la liberté, entre guillemets, de se lâcher, si je peux dire ça vulgairement. Vous pourrez tous réagir après. Parce que in vino veritas. Dans le vin est la vérité. Et comme nous passons l'essentiel de notre vie à mettre de l'eau dans notre vin, il est bien que de temps en temps nous puissions nous libérer en buvant un peu, de manière à dire ce que nous avons envie de dire depuis un moment. Et voilà. Et évidemment, une fois qu'on est engagé, alors on n'en a pas forcément conscience, mais comment pourrait-on dire? Une fois que le vin est tiré, il faut le boire, hein, et il faut aller jusqu'au bout. Et quand on s'est engagé sur le chemin de la vérité, eh bien, il est difficile de revenir en arrière. Et il faut boire le vin jusqu'à la lie. Je voyais le... Je voulais simplement ajouter que notre livre, c'est l'usage de la métaphore, de l'analogie, pour parler autrement de la vieillesse. Pour parler autrement de la vieillesse, alors je ne récuse pas tous les termes qui sont employés en général, hein, mais parler autrement de la vieillesse en usant de la poésie. Hein, comme dit Rabelais, pour dégeler les mots à un moment, dégeler les expressions et parvenir à une autre approche de ce que peut être. Quand Jules Renard dit « Vieille, tes yeux sont comme le reflet d'une étoile au fond d'une ornière », il dit la vieillesse. Tes yeux sont comme le reflet d'une étoile au fond d'une ornière. Il tient les deux bouts de la vieillesse, la lumière, l'obscurité. Je voyais, alors j'allais réagir sur le côté coquin tout à l'heure, le regard coquin de Dominique Monneron et d'André Chevillard, mais du coup on a un petit peu évolué. Je souhaitais réagir du coup, peut-être André Chevillard. J'ai une citation je veux partager avec vous, qui est pour moi très parlante. C'est une citation d'Oscar Wilde qui dit « L'âme naît vieille dans le corps, c'est pour la rajeunir que celui-ci vieillit ». J'en ai d'ailleurs fait un texte à suite de cette phrase qui m'a vraiment marqué. Donc vous la trouverez dans l'ouvrage, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Oui, si je peux réagir, je pense que sur ces sujets-là, et en particulier le sujet de la sexualité qu'on évoquait, on est bien au cœur du défi que nous avons à relever dans les établissements. Et on parlait de désinhibition grâce au vin. Je pense que même sans vin, dans les établissements, on est bien servi en matière de désinhibition. Hein. Donc le constat qu'on peut faire déjà, c'est qu'effectivement, avec l'âge, la désinhibition peut progresser et peut même parfois poser des problèmes, je vais y revenir. Et donc, c'est bien tout l'équilibre que l'on cherche en particulier à investiguer à travers nos ouvrages. C'est bien sûr laisser toute sa place à ce qui fait la vie, en particulier la vie bonne, là, dont on avait parlé en 2021.
Et naturellement, les histoires d'amour, les histoires de sexualité en font partie. C'est des choses avec lesquelles nous vivons dans les établissements assez régulièrement. Et si on voit que ça se passe de façon harmonieuse, c'est tant mieux, et on est très heureux de voir se créer des histoires, ou même simplement, d'ailleurs, l'essence s'exprimer. Et notre travail est plutôt d'être en retrait, non pas pour empêcher ce genre de situation, mais pour comment dire, les rendre possibles discrètement. Après, la difficulté, c'est que on est dans une zone grise parfois sur, entre autres, les comportements sexuels. Je parle des désinhibitions. On a affaire après parfois à des situations de désinhibition qui sont plus pathologiques et qui, en plus, en face, ont affaire à des personnes dont le discernement, la capacité à consentir peut être discuté. Et donc là, on se retrouve dans des situations qui sont assez difficiles. Et donc, c'est tout cet équilibre en permanence, je crois qu'il faut créer entre la capacité à continuer à profiter de la vie et éviter un certain nombre de dérives qui, malheureusement, font aussi partie des symptômes du grand âge et donc dont on est obligé de tenir compte. Je voulais aussi dire que par rapport à tout ce qu'on évoque là, la question de la non-infantilisation est absolument essentielle, évidemment, et que le sujet, c'est bien d'accompagner des personnes pour qu'elles continuent à mener une vie d'adulte responsable jusqu'au bout. C'est notre travail dans les établissements, parce que le soin dont on parlait tout à l'heure est une condition nécessaire, mais ce n'est pas une condition suffisante de la bonne vie dans nos établissements. Et que pour cela, parfois, on a un partenaire qui peut être un peu difficile, qui est les familles. Et on parlait d'histoire d'amour et de sexualité. Je peux vous dire que assez souvent, les difficultés qu'on rencontre, c'est avec les familles qu'on va les rencontrer, surtout si ça pose un certain nombre de questions sur l'homogénéité de la cellule familiale. Merci. Vous venez d'évoquer le soin rapidement, donc je me tourne vers Christelle et Nathalie qui parlent du soin, mais est-ce qu'on pourrait parler aussi du soin par les relations, par l'accompagnement? Je vous cite un court extrait. Que l'individu soit accompagné par des professionnels ou des membres de son entourage, la taille du réseau, la qualité des relations et sa capacité à répondre adéquatement aux besoins déterminent fortement la qualité de vie des personnes qui en font partie. Est-ce que vous pourriez un petit peu, Nathalie, Christelle, m'évoquer l'impact, les bénéfices qu'ont les relations sociales, l'accompagnement social des personnes âgées sur leur santé? On va compléter nos réponses, mais en fait, déjà sur ce point-là, il y a quelque chose, je pense, qui est important, c'est que on est dans une société à l'heure actuelle qui est très curative. On attend quand même encore d'être malade pour être soigné. Et ce qu'on prône, nous, en psychologie du vieillissement et aussi dans l'étude scientifique du vieillissement de manière très générale, c'est d'aller de plus en plus vers cette prévention. Et la prévention, donc ne pas attendre d'être malade et puis essayer d'avoir des habitudes de vie qui nous permettent de mieux vieillir, de bien vieillir. Et dans cette optique de prévention, les relations sociales, c'est quelque chose vraiment de fondamental. Ça a été dit avant lors de la table ronde, nous sommes des êtres sociaux. Je pense qu'on l'a tous ressenti au moment du Covid, quand on nous a empêchés de nous réunir. Et c'est vrai que dans cet accompagnement social, la famille, les proches aidants vont être vraiment au centre de l'accompagnement. Et aussi parce qu'on va prêcher pour notre paroisse, en effet, l'aspect psychologique, donc du coup peut-être un petit peu moins médicalisé, on va dire, est important aussi pour nous. On est encore en ce moment dans une société aussi qui met la médecine au premier plan, l'accompagnement des personnes âgées avec cet aspect un peu médicalisé. L'étude scientifique du vieillissement, elle vient d'un aspect très médical déjà. Et ce qu'on essaye de développer, nous, dans nos recherches, qui sont des recherches très appliquées, avec la personne âgée au centre, en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire, c'est justement d'essayer
peut-être de se questionner sur ces normes sociétales et notamment ces normes médicales. Et quand on parle d'accompagnement, finalement, on se rend compte que c'est souvent les approches médicamenteuses. On parle d'accompagnement dans les EHPAD, dans les institutions de manière générale, avec, oui, il faut réduire les troubles du comportement, il ne faut pas faire de vagues, voilà, il faut... moi, je suis très très pour le vin pour tout le monde, hein, par exemple. J'ai bien compris que du coup, c'est ce qui était préconisé ici sur scène. Donc, tant mieux. Je vais faire boire les personnes maintenant qui viennent faire nos recherches. C'est parfait. Mais du coup, c'est vrai que essayer de faire bouger ces normes-là, pour nous, c'est important, et c'est aussi l'approche centrée autour de la personne. Et quand on écoute ce que veulent les personnes âgées, finalement, ils veulent être entourés, ils veulent ces liens sociaux pour mieux vieillir, quoi. Donc, premier point, c'était ça, redire aussi que ce qui est important aussi pour nous en tant que chercheurs et en tant que personnes qui essayons de travailler sur l'étude scientifique du vieillissement, c'est que il n'y a pas que cette approche médicalisée. Et donc cet accompagnement centré avec les liens sociaux va être important. Je pense que si tu veux... Non, enfin, oui, enfin, tout simplement rebondir. Hein. On a très bien vu pendant cette période du Covid que la santé telle qu'on l'entendait dans le langage courant, qui était effectivement, ce que dit Christelle, très liée à la santé physique, elle n'était pas du tout suffisante, hein, cette santé physique. Il y avait bien d'autres choses qui rentraient en jeu que cette santé physique et que cette autre santé psychologique. Elle tient compte de notre relation à l'autre, de ce qu'on arrive à faire avec l'autre, à partager avec l'autre, et que ça fait évidemment aussi partie de la santé des individus. Et effectivement, avec l'avancée en âge, les risques d'isolement étant importants, l'autre devient vraiment, vraiment essentiel. Et on parlait tout à l'heure du maintien à domicile. Le maintien à domicile, il est possible parce qu'il y a l'autre, parce qu'il y a les autres. Autrement, effectivement, la meilleure des solutions, c'est malgré tout d'aller dans des institutions, parce qu'autrement, on est trop seul et trop isolé. Et donc, ce bien-être psychique, il passe par l'autre, et essentiellement par l'autre, oui. Merci beaucoup. Du coup, ce qui me fait rebondir sur un poème d'André qui s'appelle « L'aidant ». Puisqu'on parle de l'autre, on parle de l'accompagnement, on parle du maintien à domicile, mais il y a ce rôle du coup assez phare de l'aidant. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu, André Chevillard, sur ce que vous entendez par aidant? Comment est-ce que vous l'avez mis en poème? Les dents, j'ai écrit ce texte sur les dents parce que je me suis bien rendu compte par l'intermédiaire des gens que je manage au niveau de mon association, je dis bien la sclérose en plaques, mais là j'ai des personnes handicapées très lourdes, donc qui ont besoin de nous. Et je vois que les aidants s'épuisent, et ça c'est sûr, on le constate tous. Et pour aller même beaucoup plus loin, je termine d'ailleurs mon texte en disant, si vous voulez lire la dernière phrase elle dit... La dernière phrase? Oui. Pour ne pas y laisser sa peau. Pour ne pas y laisser sa peau. C'est important parce que beaucoup d'aidants partent avant la personne aidée. Donc il faut... c'est ce que j'ai voulu mettre dans ce texte-là, pour moi qui est puissant. Il ne faut pas hésiter à se faire aider par des gens compétents, des associations compétentes, des professionnels de santé. L'aidant a besoin de ça. Actuellement, moi, je suis, avec la présidente de mon assos, on est en train de suivre une formation sur 6 cours, justement, sur les aidants. Et là, on s'appuie un petit peu pour encore plus aider les gens qu'on aide, puisque ça fait des années qu'on est là pour les aider, et on se rend compte qu'il y en a, justement, qui laissent leur peau. C'est pour ça que j'ai écrit ce texte-là. Donc, il ne faut pas hésiter à le dire, parce que c'est vrai. Voilà, je vous invite à le dire si vous voulez le dire, mais pour moi, c'était quelque chose qu'il fallait que je fasse passer. Maintenant, au niveau des personnes âgées, c'est vrai que j'ai gardé ma maman très très longtemps, jusqu'à 82 ans chez elle. C'est quand même épuisant. Donc moi j'ai été aidant. Je vous assure que c'est... Et on se rend compte que la famille, on s'appuie toujours sur le même pour celui qui fait quelque chose. C'est ce que j'ai voulu traduire dans mon texte. Quand il y a quelqu'un dans la famille qui fait quelque chose, eh ben, on tape toujours sur lui en fait. Hein. Donc je pense qu'au niveau de la société, il faut faire changer ça. C'est vraiment important pour moi et c'est ce que j'ai voulu traduire dans mon texte. Voilà. Et merci. Et vous, par tous vos ouvrages, que ce soit ceux qu'on a eu l'année dernière, ceux qu'on a avec vous cette année, et toutes les actions
qu'on peut faire, nous tous, au quotidien, on peut faire bouger les choses. Oui. C'est un combat permanent, mais ça vaut vraiment le coup. Et petit à petit, on arrive à faire bouger les lignes et vous y contribuez. Donc vraiment, un grand merci à vous tous. Ça va bientôt être la fin de notre apéritif, si je peux me permettre cette métaphore. Un apéritif, d'ailleurs, des sujets qui seront largement évoqués avec Séverine Salgado dans quelques minutes. On va faire un dernier petit tour de table conclusif, ce qui me permettra de vous représenter rapidement les ouvrages que vous aurez une séance de dédicace juste après la table ronde de Séverine Salgado, donc au stand de la librairie de Paris. Donc ce sera autour de midi, à peu près midi et quart. Et les auteurs vous attendront pour, à la fois pour vous signer les autographes et puis vous pourrez repartir acheter leurs ouvrages. On va commencer par Nathalie Bailly et Christelle Potier, donc Vieillir et alors, chez Mardaga. Comment vous voyez le futur? Si vraiment en 2 mots, comment vous imagineriez le futur? C'est des questions difficiles. C'est une question très difficile. Merci pour cette question de fin. J'aime bien faire ça. J'en perds mes lunettes. Nous, on est très optimiste en fait sur ce futur parce qu'on forme les personnes de demain à l'université et on a des jeunes générations qui sont pleines d'espoir, moi je trouve. Donc c'est agréable en fait de les voir arriver à l'université, d'avoir des stéréotypes aussi sur le vieillissement, et puis 5 ans plus tard de les voir avoir complètement déconstruit certains de ces stéréotypes et ils sortent de l'université, en tout cas du master que Nathalie dirige de psychologie gérontologique, avec, j'espère, une idée plus proche de la réalité et des idées vraiment très intéressantes pour demain, avec des idées qu'on évoque dans le livre sur l'EHPAD de demain, un EHPAD hors les murs, un EHPAD où justement... non pas que j'ai une appétence pour l'alcool, mais peut-être un EHPAD dans lequel on pourra boire du vin sans problème, quoi. Bon, elles viennent de Touraine, enfin une des deux en tout cas, donc c'est une belle région aussi pour le vin. C'est peut-être pour ça finalement. À consommer avec modération, je suis obligé de le dire quand même. Merci à vous. On va vous remettre, Mélanie va rentrer sur scène pour vous remettre votre prix, puisqu'on est quand même pour vous remettre votre prix. Donc Vieillir et alors, je pense qu'on peut les applaudir. Merci à vous deux. André Chevillard, même question. Comment voyez-vous l'avenir avec un peu d'optimisme? Il n'y a pas d'âge pour aimer chez Myosotis. Alors moi, j'ai 2 choses essentielles à dire. Donc, les professionnels, on en a vraiment besoin. Donc je vous remercie tous et je vous félicite. Mais aussi, on a besoin des bénévoles. Donc je pense que tous les 2 s'associent. Donc c'est super important à dire. Je pense qu'ensemble, on pourra faire avancer tout ça là. Et puis voilà. Et puis qu'est-ce que j'ai remarqué, moi, je vous ai dit que j'étais pompier. Je suis rentré dans l'intimité des gens avec le métier que j'ai fait, vraiment dans leur intimité. Et au niveau de vous, les chercheurs, avant de chercher, j'ai remarqué qu'il fallait que vous recherchiez de l'argent pour avancer. Donc, je le dis. Alors pourquoi je le dis? Parce que moi, mes droits d'auteur, je les remets à la recherche. J'ai donné 27 000 € de mes droits d'auteur de mes livres. Donc, ça, c'est une belle action. Voilà. Je redonne la totalité d'ailleurs. C'est la totalité de mes droits d'auteur. Et c'est vraiment une remarque que je voulais faire parce que c'est important. C'est très important. Et en plus, c'est loin d'être votre premier ouvrage. Vous écrivez depuis de nombreuses années. C'est le 15e là, que vous avez. Et on sent votre engagement. Donc merci à vous. Du coup, merci, on va applaudir André et Mélanie va lui remettre son prix. Vous resterez tout à l'heure avec Dominique Mondron, puisqu'il sera il pourra peut-être, il va rester sur scène, je pense. Éthique du grand âge et de la dépendance chez PUF. Même question, Dominique. L'avenir. L'avenir, c'est un effort constant et permanent. Tu as cité cet ouvrage qui, en fait, s'inscrit dans une démarche continue de partager vie, qui est une démarche éthique qu'on mène tous les ans de réflexion sur des questions éthiques relatives à notre activité, et qui d'ailleurs découle cette démarche découle chaque année sur l'édition d'un ouvrage. Donc après Éthique du grand âge et de la dépendance, on a eu un ouvrage sur la vie bonne au grand âge, et puis le tout dernier qui sort dans quelques jours
qui s'appelle Droit, éthique et dépendance, hein, parce qu'on a considéré que, en particulier pendant la crise épidémique, des questions de droit importantes s'étaient posées. Pour te répondre, donc, sur l'avenir, c'est un effort permanent pour justement rendre la vie au grand âge la meilleure possible, la vie d'adultes responsables et accompagnés pour rester maîtres de leur vie jusqu'au bout. C'est exactement le propos qu'on mène à travers cette démarche éthique. Merci à Dominique. Et on l'applaudit, Dominique, qui va recevoir son prix. Et enfin, ça a été un petit peu notre fil rouge. C'est vrai que ça donne soif. Vieillir comme le bon vin pour une vieillesse. Je recommence, c'était vieillir comme le bon vin pour une vieillesse effervescente ou pétillante. Et en plus, vous êtes de Reims. De Champagne, oui. Le champagne, j'allais vous demander quel est le meilleur vin. Le champagne, c'est un médicament pratiquement. On peut Alors, en boire. le futur dans tout ça. Sans modération. Vieillir, c'est, enfin, moi je dis plutôt grandir, c'est grandir parce qu'on prend de la bouteille et on accumule donc des dépôts. Et on dit que c'est un gage de qualité, souvent, hein, quand il y a des dépôts au fond de la bouteille. Et il ne faut pas attendre, comme dit Sénèque, le fond du vase pour se préoccuper de la vie. Et ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas vieillir jeune. À part pour le Beaujolais nouveau, mais on ne peut pas vieillir jeune. Et vieillir, c'est grandir, c'est accumuler de l'expérience. Et maintenant, côté sexe, si vous voulez savoir pourquoi on boit au goulot, je vous invite à lire le livre. Et que vous retrouverez donc tout à l'heure à midi, séance de dédicace. On les applaudit tous. Générique, merci à vous tous.